Eh bien, on va passer à la suite. Et là, on change de format. Ça sera sur un format table ronde. Et vous voyez les intervenants qui se présentent. Alors, je suis ravi d'accueillir Monsieur Géomine parce que déjà vous venez de loin, vous avez fait le déplacement pour venir jusqu'ici avec les responsabilités qui sont les vôtres. Vraiment un grand merci. On est ravi de vous accueillir parmi nous. Vous êtes directeur général du GHT Grand Cœur Cœur Grand Est, pardon. C'est un groupe hospitalier donc dans le territoire de l'Est. Votre groupement fédère 9 centres hospitaliers qui emploient 5500 collaborateurs réunis sous une direction commune. Donc on est vraiment sur un GHT de grande taille. Vous êtes également président du SMPS, qui est le syndicat des managers publics de santé. Donc vous avez l'habitude de partager. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a le plaisir de vous avoir aussi aujourd'hui. Vous pouvez monter sur scène. Vous serez rejoint par Bruno Bouteau. Bruno, référent sécurité des systèmes d'information de santé à l'ARS Grand Est, expert des dossiers d'innovation numérique en santé. Pour l'anecdote, Bruno est également enseignant vacataire en e-santé et en télémédecine en université et en école d'ingénieurs. Donc c'est intéressant de voir ces deux casquettes. Et vous serez rejoint par Stéphane Gobert, dont vous venez de faire la connaissance, donc qui est arrivé assez récemment comme FSSI adjoint. Il était précédemment au SGDSN, qui est la maison mère de l'ANSSI, puis et encore avant à l'ANSSI directement. Et Stéphane apporte aux ministères sociaux et au secteur santé en particulier une expertise et une expérience précieuse en SSI, en particulier sur les phases d'investigation numérique et en réponse à incidents, en sécurisation de données. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels il apporte une grande expertise. Pour l'anecdote, et c'est suffisamment rare pour être cité, je pense, qu'il a un statut d'arbitre au niveau national et bientôt international de jeux d'échecs, ce qui aide toujours à lire les stratégies d'attaque des cyberattaquants. C'est une partie d'échecs parfois redoutable et souvent très très tactique, auquel on assiste et on a des parallèles assez souvent sur ce sujet. On va commencer par vous, Monsieur Goemine, Monsieur le directeur, en vous laissant la parole de façon très libre. Oui, il faut monter normalement le petit cliquet, et voilà, c'est bon. Pour nous raconter ce qui s'est passé dans votre GHT. C'est une histoire un peu atypique qui nous a semblé intéressante de partager. Et puis elle a eu un volet médiatique national. On vous a vu sur des médias nationaux. Merci d'être là pour nous faire partager ce que vous avez vécu, ce que probablement personne n'a vraiment envie de vivre, mais on est content de savoir comment ça se passe quand on fait face à ça. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est avec plaisir que je viens représenter l'ensemble des collègues, des collaborateurs du GHT Cœur Grand Est, notamment ceux qui y travaillent évidemment au niveau de la DSI et la direction de la protection des données. On aura le temps d'y revenir. En deux mots, pour compléter la présentation qui me semble importante pour bien comprendre comment on a fait face à cette cyberattaque. Le GHT Cœur Grand Est, c'est un GHT de taille normale. Pourquoi ? Lorsqu'on est sur 9 établissements, en France, 9 établissements, je ne sais plus, c'est la moyenne ou la médiane de la taille d'un GHT en France. Quand on a 500 millions, 550 millions d'euros de budget, c'est la taille du GHT Cœur Grand Est, c'est aussi la médiane ou la moyenne d'un établissement, d'un GHT en France. Le GHT Cœur Grand Est, qui a donc des établissements qui sont entre Reims et Nancy, pour faire très simple, et pour ceux qui sont encore plus forts en géographie, qui regroupent les établissements de la Meuse, du Nord et du centre de la Haute-Marne et une partie de la Marne, c'est un GHT typique. C'est un GHT typique. La distance qu'on a entre nos établissements, les établissements les plus distants, c'est 1h45. Il y a plein de GHT en France où la distance entre les établissements les plus distants, c'est 3 heures, c'est 4 heures, 2h30. Donc on a un GHT typique. Notre seul atypie, c'est qu'on est dans un territoire rural. Il y a plus rural que nous, mais on est dans un territoire rural, c'est-à-dire que le bassin de population, je le précise, est pour le coup 2 fois plus important en superficie qu'un GHT normal. C'est-à-dire là, on recrute des patients, ça couvre 8000 km² contre 4000 pour une moyenne. Donc on a un GHT typique
Et toutefois, on est en même temps en avance dans la gouvernance des GHT. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça le jour du colloque sur le SI, il est en train de nous faire sa pub. Non, ça a eu un impact, notre atypie, pour le coup, notre avance, plus qu'une atypie sur la gouvernance des GHT, parce qu'on a fait le choix, il y a 5 ans, de se lancer dans une aventure où la gouvernance et la stratégie seraient uniquement territoriales. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet d'établissement depuis 5 ans. Ça n'existe plus dans le GHT Cœur Grand Est. On a un projet d'établissement avec un S à établissement. On a un projet social unique pour tout le monde. On a un projet médical évidemment unique, un projet soignant évidemment unique, un projet SI unique, je peux tout vous faire, un projet archi unique, un projet de management unique, un projet de communication unique. Et on a fait le choix d'avoir une direction commune, donc on est en direction commune, et on a fait le choix d'avoir une DRH, une direction des finances commune sur tout le territoire, mais donc aussi évidemment par la loi sur les GHT une DSI, mais vraiment commune. C'est vraiment commune, on pourrait y revenir. Et une direction de la protection des données également commune qu'on a mis en place il y a 3 ans. On a fait aussi le choix, vous verrez, ça a son importance aussi dans la gestion de la crise, on a fait le choix aussi de faire porter toute notre stratégie de prise en charge des patients par des pôles territoriaux. C'est-à-dire que dans le GHT de Cœur Grand Est, depuis 5 ans, il n'y a plus de pôle d'établissement dans les établissements. Par contre, on a un pôle chirurgical territorial, on a un pôle de médecine territorial, on a un pôle de psychiatrie territorial qui directement pilote les services de chaque établissement. Donc on a une gouvernance médicale qui est très forte. Moi, je la synthétise ainsi. C'est aux médecins et aux soignants de réfléchir au projet médical sur le territoire et donc d'avoir une animation territoriale. Sinon, c'est nous qui allons le faire alors qu'on n'est pas médecins et soignants. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Vous allez voir dans quelques secondes l'importance que ça a, parce que je pense que ça nous a aidés à faire face à la crise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai demandé, j'ai des petites notes, j'ai dit synthétique pour m'aider, et c'était tellement complexe que la note, elle fait une 15aine de pages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 19 avril 2022. 19 avril 2022, on reçoit concomitamment, moi je reçois un des 2 appels, un appel du CERT Santé, qui appelle notre directeur du système d'information GHT. Et moi je reçois un appel, pour être précis, du Centre de lutte contre les criminalités numériques, bref, la gendarmerie nationale, qui me dit, écoutez, vous avez des données sur le dark web étiquetées GHT Cœur Grand Est, mis en vente pour 1,3 million de dollars en bitcoin. Ok. Donc vous êtes cyberattaqué. Ah bon? Ah bon? Et là, notre service SI regarde, mais on ne voit rien, quoi. On voit une attaque nulle part. Il n'y a rien qui sonne, quoi. Je parle avec mes mots, hein, je ne suis pas informaticien, excusez-moi. Il n'y a rien qui sonne. Et on est attaqué puisqu'il y a des données qui sont en vente. Comment on a vécu ça? Donc on est le 19 avril, il doit être, je ne sais pas, 14-15 heures. On est tous plus ou moins sensibles à ces questions de système d'information. J'ai un côté un peu nerd, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais en parlant avec les collègues, le soir même, on prend la décision de couper tous les accès Internet, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, on sait juste qu'il y a des données qui sont en vente sur le dark web. Donc on prend la décision qui est rude, qui est dure, qui est une sorte de bombe atomique. J'ai dit, non, vous coupez tout. Je vais être très clair, j'avais des responsables médicaux qui me disaient il faut le faire, d'autres qui disaient il ne faut pas le faire. J'avais des responsables SI, certains qui me disaient qu'il faut le faire, d'autres qu'il ne faut pas le faire. Bref, tout le monde était partagé sur ce qu'il fallait faire. Personne ne savait quoi faire. Et en prenant cette décision, vous connaissiez l'impact que ça allait avoir sur les métiers, sur les activités sanitaires ou... Non, évidemment que non. Évidemment que non. On ne mesure pas. Maintenant, je mesure. Donc, là, si vous permettez, je me permets de vous faire ce feedback aussi pour que vous mesuriez ce qui se passe. Et c'est probablement la meilleure décision qu'on ait prise. On a pris plein de bonnes décisions après, mais celle-là, c'est probablement la meilleure décision qu'on ait prise. On s'est mis ce qu'on a appelé, nous, en cyberconfinement. Et on a commencé à mesurer tout de suite ce qui allait se passer, parce que même nos collègues du système d'information ne mesuraient pas ce qui allait se passer. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'on n'était pas habitués à penser ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je vais me parler de gouvernance et de l'impact sur nos outils. Dès qu'on a pris cette décision, on s'est dit, écoutez, on fait une cellule de crise qu'on a appelée cyber, où on met les responsables du système d'information du GHT. Vous avez compris que nous, c'était vraiment territorialisé au niveau des 8 établissements. La direction de la protection de données, la direction générale. Réunion tous les jours avec le CERT, l'ANSSI, qui était en contact évidemment tous les jours avec nous, j'y reviendrai. Et on fait une cellule hebdomadaire, plus de pilotage, pour identifier les priorités à gérer pour faire fonctionner nos hôpitaux. Parce qu'on coupe tout, mais on a encore des patients et des personnels. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la conséquence, pour répondre à votre question, une fois qu'on fait ça, parce qu'il faut se réunir pour voir les conséquences qu'on ne mesurait pas.
On avait une idée, mais on ne mesurait pas ce qui allait se passer. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu de la chance, on n'a pas été crypté. Il n'y a rien qui a été endommagé ou crypté. Donc, parmi le niveau d'emmerdement qu'on peut avoir dans une cyberattaque, on est assez élevé, mais il y a pire. Il y a bien pire. J'ai envie de vous dire, on est à la moitié du chemin de la cyberattaque la plus emmerdante. Mais quand même. Et là, le fait de tout couper, il y a 3 catégories pour moi de difficultés qui sont apparues, qu'on a eu à régler. La première difficulté, et je la mets en top 1, alors qu'initialement on ne l'a pas mis en 1, c'est l'arrêt des mails. L'arrêt des mails. Dans nos groupes de travail, tant cyber que pilotage GHT, c'est la deuxième difficulté qui était pour nous prioritaire, c'était les logiciels patients dans leur communication extérieure. Évidemment, on est là pour les patients. On l'avait mis en 1. Et en 3, le fonctionnement administratif. Et en 2, pardon, le fonctionnement administratif. Et en 3, on avait mis les mails. La vraie vie, c'est quand vous arrêtez les mails, et vous savez probablement mieux que moi, parce qu'en plus, il y a plein de logiciels qui s'appuient dessus, mais vous arrêtez de vivre. Quoi. Vous arrêtez de vivre, vous repassez 50, 30 ans, 20 ans en arrière. C'était extrêmement compliqué, et je ne pensais pas que c'était le truc qui allait être le plus compliqué. Donc, je vais vous dire comment on a réglé ça en quelques mots, synthétiquement. Les mails, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des modes dégradés qui se sont mis en place, évidemment téléphone, le fax vers l'extérieur. On a mis en place plus de 500 PC aussi vite que possible en 2 mois, avec des messageries sécurisées et des clés 4G. Bref, on a mis en place des circuits parallèles de mail pour réussir à fonctionner. Deuxièmement, sur les logiciels patients. Excellente surprise. Parce que la plupart des ponts extérieurs ont pu soit être établis de manière sécurisée, vous connaissez probablement mieux que moi techniquement comment ça se passait, soit par des modes dégradés. Parfois le fax, on est OK. Mais peu importe, on a réussi très vite. Allez, en 2 semaines, on avait réglé 95% des problèmes, en mode dégradé ou en mode de survie, mais c'était réglé. Donc finalement, le fonctionnement patient, on y est arrivé. Mais on ne s'était jamais entraîné avant, donc vous avez raison, il faut s'entraîner, je l'ai entendu juste avant. Ça nous aurait fait peut-être gagner un peu de temps et on aurait gagné en sérénité. Et le troisième point qui est sur le fonctionnement administratif, par rapport aux liens extérieurs, la difficulté principale, c'est qu'une fois que vous êtes coupé du monde extérieur, les payes, elles ne passent plus. Les payes ne passent plus. C'est un truc que je n'imaginais pas. Hein. Pourtant, on fait 18 ans que je suis dans les hôpitaux. Les payes ne passent plus parce que le lien que vous avez avec vos trésoreries, enfin, c'était le cas chez nous, sauf pour un établissement, passe par des liens Internet. Donc, il n'y a plus rien de marché. On ne pouvait plus passer les payes. Donc, pour votre info, on a mis un mode dégradé en accord avec la trésorerie. Donc, c'était un peu le bazar au niveau juridique. On a recopié les payes du mois précédent en informant tout le monde qu'on régulariserait a posteriori les variables de paye, etc. Donc, problème de paye. Et 2, un problème de recettes. Le problème de recettes, c'est que les recettes qu'on perçoit de l'assurance maladie, elles viennent aussi des flux Internet. Donc, on ne touchait plus d'argent. Pareil, on a dû passer en mode dégradé via la trésorerie, en ayant des recopies de recettes, enfin peu importe, je ne rentre pas dans le détail. On a eu aussi des problèmes de paiement fournisseur, évidemment. Donc on devait faire des dérogations par écrit, signer des papiers, c'était un peu le bazar. Ces réunions qu'on a eues de manière quotidienne, elles ont duré de manière quotidienne pendant 1 mois et demi. On a pu passer à un mode bi-hebdomadaire au bout d'1 mois et demi. Les réunions de pilotage stratégique qui étaient hebdomadaires, on a pu les arrêter au bout de 2 mois. Donc pendant 2 mois, on a dû se dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on priorise? Parce que vous imaginez bien qu'autour de la table, il va y avoir, et c'est légitime, l'urgentiste qui va dire, moi je suis top priorité, le chirurgien, moi je suis top priorité, la paye qui va dire, bah non, il faut payer tout le monde, sinon plus personne va bosser et tout le monde va être dans la mouise. Donc il fallait faire les priorités, ça a mis 2 mois. Le point important, parce que je pourrais vous en parler des heures, le point important, c'est qu'on a fait aussi le choix. C'était un mardi, si ma mémoire est bonne, ce 19 avril. Donc on a coupé les liens Internet le 20 avril. On a fait le choix de faire une conférence de presse, de faire un communiqué de presse le 21, c'était un jeudi, et de faire une conférence de presse le vendredi. Donc on a fait le choix d'être totalement transparent immédiatement sur ce qu'on savait. C'est-à-dire on a des données GHT Cœur Grand Est qui sont sur le dark web. On se met en cyberconfinement, mais on va y arriver. Voilà. En gros, voilà ce qu'on disait, et on va vous tenir au courant. Pour votre information, donc c'était 28 gigaoctets, 100 000 fichiers copiés, des fichiers essentiellement de bureautique, c'est-à-dire c'est pas des données qui venaient de dossiers patients, c'est des données qui traînaient sur les répertoires des ordinateurs, quoi, le coup classique, quoi. Et a posteriori, on m'explique que c'est toujours ce qui est pris. Donc coup classique, c'est pas le dossier patient qui a été attaqué ou copié, c'est les données qui traînaient en dehors. Et on a fait le choix d'informer régulièrement, évidemment, la CNIL. Alors immédiatement, c'est la loi. Régulièrement, la CNIL de là où on en était.
totalement transparent, et également les patients via la presse, vous l'avez compris, et aussi via des courriers, ainsi que nos personnels, avec des courriers génériques. Alors les personnels, on a fait un courrier générique très vite, je crois qu'on a mis 2 semaines à le sortir. Et sur les usagers, on a fait le choix d'attendre, et c'est toujours pas fini, on est à plus 7 mois, M plus 7 là. M plus 7, c'est pas fini, on a fait le choix d'identifier sur les 100 000 fichiers en ligne, là où il pouvait y avoir des fichiers remarquables avec le nom d'un patient, une adresse ou quelque chose qui nous permettait d'identifier et d'envoyer à un usager en disant voilà, vous êtes dedans, si vous voulez on vous donne plus de détails, blablabla. Quoi. Donc on a prévenu les patients concernés parce qu'on a une obligation. Bref, voilà en quelques mots. Je voulais juste vous dire qu'à plus 7 mois, on en est où? Tout fonctionne de manière dégradée, ça fonctionne. Mais c'est un peu plus lent. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand on a un usager, le moindre clic, il prend 2 secondes de plus. Voilà, donc c'est quand même encore pénible. On n'a pas rétabli les adresses mail sur l'ensemble du GHT, sur la moitié seulement des établissements. Vous imaginez, on n'a pas encore établi l'adresse mail. Le dernier point, et ça je ne le mesurais pas avant d'être cyberattaqué, c'est que les préconisations de l'ANSSI, du CERT et d'une boîte spécialisée et maintenant de nos équipes sont unanimes, on doit tout reconstruire. Donc, je peux vous dire qu'on a essayé, moi le premier, j'ai dit non, c'est bon, ils exagèrent, machin, tout ça, machin. Et puis on s'est dit, on n'a pas été crypté. Mais bon, on n'est pas crypté, quoi. Ils ne nous ont pas tout pété, ils nous ont simplement copié, même pas copié des données, c'est bon. Non, vous devez tout reconstruire. Donc on est parti, on en reparlera peut-être probablement, mais pour 2, 3 ans, peut-être 4 ans, de gestion de crise. Parce qu'on va devoir refaire tout notre récit. Voilà en résumé sur notre aventure. J'ai 10 000 choses à vous dire si vous le souhaitez. Voilà. Mais merci beaucoup, c'est un témoignage vraiment très très intéressant. Puis voilà, sur la portée et l'impact sur le très long terme qui est pas toujours perçu. Et puis le fait de cette décision que vous avez eu à prendre, qui était d'arrêter un système qui marchait, ce qui est quand même assez rare finalement comme situation, et donc une décision difficile. Bruno, on enchaîne avec la façon dont l'ARS a vécu finalement cet événement. Quelle a été sa réaction, et puis au-delà de la réaction, le rôle que vous avez pu jouer. Merci. Eh bien, effectivement, c'était la première attaque d'envergure dans le Grand Est, donc c'est une forme d'innovation bien involontaire. Et donc l'ARS était resté en contact, bien sûr, avec l'établissement par les moyens du bord, j'allais dire. Merci Covid, puisque maintenant on a souvent beaucoup de numéros de mobile, ce qui fait que quand tout le reste est arrêté, eh bien, on arrive quand même à contacter nos correspondants pour rester à l'écoute. Bien sûr, en crise aiguë, il y a une organisation nationale qui a été largement décrite aujourd'hui. Il n'était pas question que nous interférions directement, même si nous avons quelques compétences dans les systèmes d'information, dans l'équipe e-santé de l'ARS. Donc nous avons, au bout de quelques jours, organisé un échange avec M. Apac, donc, qui est le DSI, pour savoir justement où ils en étaient, quelle était l'étendue des dégâts, en particulier sur les systèmes d'information, les coûts spécifiques à la remédiation de la crise auquel était confronté l'établissement, parce qu'évidemment tout ça, ce ne sont pas des choses programmées, et évidemment l'intervention des experts nécessaires à aider dans ces situations est très coûteuse. Je ne vais pas donner de chiffres trop précis, mais 500 000 €, ça arrive très vite. Donc, on voulait aussi être, en capacité de comprendre les enjeux, puisque vous savez que en parallèle, on déroule des programmes comme le Ségur numérique, et d'ailleurs, pour la petite histoire, les candidatures de l'établissement au programme étaient en préparation, et l'attaque est arrivée avant même que les candidatures soient envoyées. Donc on a glissé d'une fenêtre. D'autre part, donc, mes collègues sont allés en visite sur site quand ça allait un petit peu mieux, en début juillet aussi, pour rencontrer les équipes. On a pu discuter aussi avec la directrice financière
qui s'inquiétaient bien sûr des coûts directs, mais des coûts indirects, vous en avez parlé, manque de recettes, etc. Forcément, report de certaines interventions, enfin tout ça a un impact à la fois avec des surcoûts non programmés et des recettes amoindries, donc tout un tas de sujets impactants. Comme ça a été évoqué aussi ce matin, nous avons aussi une autre attaque maintenant sur le GHT1 avec China, qui est de moindre envergure, mais quand même, le recours aux experts est très vite... oui, de moindre envergure, toute relative. Je vois que, parce que le travail de compréhension de ce qui s'est passé n'est pas tout à fait terminé sur China, donc pour tirer les conclusions, il est encore un peu tôt. Mais Nord-Ardenne, donc c'est le GHT1 pour nous, alors qu'ici, nous sommes avec le GHT5, ça vient de mettre des numéros, mais en tout cas, ce sont des territoires. Et nous sommes aussi sollicités par des établissements non attaqués d'ailleurs, puisque les assureurs maintenant proposent des options cyber qui ont des coûts affichés pour le moment relativement aberrants. Et tout ça nous interroge beaucoup sur ce que pourront faire les ARS et peut-être en coordination avec l'État sur les moyens qu'on peut mobiliser, certes en prévention, certes en assurantiel, et est-ce utile et pourquoi et pour quelle couverture, Est-ce que c'est justement les manques à gagner? Est-ce que ce sont les coûts directs? Enfin, beaucoup d'interrogations pour le moment. Un peu de recul du coup sur ce qui s'est passé. Comment tu as jugé l'incident? Comment tu analyses ce besoin de reconstruire un système qui semblait fonctionner? Pourquoi autant d'établissements ont pu être impactés finalement par cette attaque? Alors en fait, on est sur un phénomène qui est relativement classique, je dirais, dans le cadre de l'attaque qui s'est passée là. C'est-à-dire qu'on a eu une exfiltration de données avec une exposition externe. Donc ça, c'était une manière un peu de le découvrir, avec un prix affiché qui est quand même très très élevé à l'extérieur. Enfin, on parle en millions d'euros ou en millions de dollars. Ce sont des sommes évidemment extrêmement conséquentes. Ce qu'il faut savoir, pour préciser un petit peu, de toute façon, ce qui motive les attaquants, il ne faut pas l'oublier, c'est l'argent. Donc on n'est pas face à de la menace étatique, et entre nous, heureusement, parce que si c'était des États en face, je pense que malheureusement le constat serait encore plus grave en termes de conséquences, mais on est face à des mercenaires, face à des gens qui cherchent à faire de l'argent. Aujourd'hui, les données qui ont été exfiltrées, 1,3 million de dollars en proposition de rançon, de toute façon, ça n'a bien entendu pas été payé, mais cette donnée va être découpée, revendue en blocs de taille moyenne, puis revendue en blocs de plus petite taille, voire, cette fois-ci, en taille unitaire. Petite information, une photocopie de carte d'identité sur le dark web, ça se vend 4 $. Donc à un moment donné, quand vous faites une exfiltration de plusieurs gigas de données avec des copies de tout, mais quand je dis tout, ce sont des cartes d'identité, des passeports, des justificatifs de domicile, etc. Sachez qu'il y a un prix unitaire pour tout. Donc à un moment donné, si la première victime ne paye pas le gros bloc, vous avez d'autres groupes qui sont intéressés par acheter le bloc pour le vendre à la découpe, puis le vendre à la découpe, puis le vendre à la découpe. Mais in fine, de toute façon, il y aura toujours un acheteur. Donc en fait, le fait de dire on ne paye pas la rançon, et donc il n'y a pas d'intérêt pour l'attaquant, puisqu'in fine, il ne sera pas payé, en fait, est faux. Parce qu'il y a toujours un acheteur, et un vendeur, et un acheteur derrière. Même si la vente se fait de manière très, très, très unitaire. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, assez rapidement, on est rentré en début d'investigation, et vous l'avez dit, très rapidement, et cette décision peut être vraiment saluée, il y a eu une décision de confinement. C'est évidemment pas simple. Nous, malheureusement, on en connaît un petit peu les conséquences. Alors, je dirais la différence entre un directeur d'établissement et un service FSSI ou le CERT de santé, c'est que généralement, le directeur d'établissement, c'est sa première. Alors que nous, malheureusement pas. Voilà, on a l'avantage d'avoir un peu de rétexte.
Mais voilà, ça ne nous rassure pas pour autant. On savait bien entendu que cette décision de fermeture vers l'ensemble de l'extérieur n'était pas sans conséquence et que ce n'était pas une fermeture pour quelques jours, c'était une fermeture pour une période malheureusement beaucoup plus longue. Alors rapidement, vis-à-vis des équipes, nous on est également intervenus. Alors le service FSSI pour information intervient très très peu sur les incidents, sur des centaines d'incidents qui sont traités par le CERT Santé. Nous au pôle on intervient. Vous voyez, je suis arrivé en avril, je dois être à mon 6e ou 7e dossier. Donc c'est très très peu en quantité. On intervient uniquement sur les dossiers vraiment extrêmement graves. Et là, dans ce cas de figure, on a choisi d'être présent. Donc globalement, cette décision de confinement elle a été prise très 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 rapidement et avec des conséquences, c'est-à-dire que, bon, vous l'avez dit, hein, il y a eu des pertes de services vis-à-vis d'autres services de l'État, la paye, on peut avoir du télé-AVC qui est coupé, enfin bon, on peut avoir des tonnes de choses voilà, qui viennent contraindre le fonctionnement habituel. Alors cette décision, elle est d'autant plus difficile à prendre que juste avant qu'on prenne cette décision, 100% du service informatique fonctionnait. C'est-à-dire que tout le service numérique était rendu. Donc il n'y avait pas d'incidence informatique et pas non plus d'incidence sur l'offre de soins. Et là, vous avez les gentils pompiers qui arrivent et les pompiers vous disent « il faut couper ». Donc en fait, tout allait bien, mais suite à notre décision, vous verrez, ça ira beaucoup moins bien. Et ça, c'est quelque part très difficile et très différent d'une cyberattaque où, globalement, il y a un cryptolocker qui se déclenche, vous perdez 80 à 90% de votre système d'information. En résumé, il n'y a plus rien qui marche. Et quand il n'y a plus rien qui marche, la décision de confinement, si vous voulez, elle est simple à prendre. Parce que de toute façon, il n'y a déjà plus rien qui marche. Donc de toute façon, on coupe l'extérieur. Il n'y a pas d'impact supplémentaire, ou en tout cas pas beaucoup d'impact supplémentaire. Donc cette décision, elle est intéressante, parce que dans un certain nombre de cyberattaques, on a du chiffrement et c'est simple. Mais quand on n'a pas de chiffrement, cette décision, elle est quelquefois difficile à faire prendre. Et là, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a été prise très rapidement. Et je pense que c'est une partie aussi de ce qui vous a sauvé. Voilà. Ensuite, la remédiation, vous l'avez dit, hein, elle est très très longue, elle n'est pas terminée. Globalement, à un moment donné, quand l'Active Directory, puisque l'Active Directory a été concerné dans ce dossier-là, il est compromis au point où il était compromis. C'est difficile à entendre, mais encore une fois, vous l'avez dit, il n'y a pas d'autre solution que de reconstruire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le nettoyage n'est plus possible. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que vis-à-vis, j'en parlerai tout à l'heure peut-être, de l'état de certains Active Directory, on dit à des bénéficiaires, mais bon, il est dans un tel état, il faudrait vraiment prendre les choses en main et le reconstruire. Évidemment, tout le monde nous dit, mais attendez, vous vous rendez pas compte, c'est extrêmement difficile, on n'a pas le temps, et on a d'autres projets à faire. Et tout ça est vrai, en fait, globalement. Et en fait, on se rend compte que malheureusement, c'est l'incident qui entraîne la remédiation. C'est-à-dire que vous allez repartir avec quelque chose de propre. J'espère qu'il sera robuste le plus longtemps possible. En tout cas, on vous le souhaite bien entendu. Et cette reconstruction, en fait, il liée à un incident. Et globalement, les moyens qui n'étaient pas présents avant, en fait, on les trouve un peu contraints et forcés après. Mais en fait, cette reconstruction, même si elle se fait dans la douleur, elle sera salvatrice. Je reviens sur l'aspect données patients. Est-ce que vous vous retrouvez finalement dans une situation complexe où il faut communiquer, il faut informer, et où en tant que directeur, vous avez une responsabilité vis-à-vis de ces données? Comment vous avez finalement construit cette communication et quelle information précise vous donniez aux patients, avec quelles recommandations, et puis finalement, quelle responsabilité vous engagiez en faisant tout cela? Oui, merci pour la question. Donc, quand ça vous arrive, vous avez le directeur de la protection de données, parce qu'on avait décidé d'en avoir un au niveau territorial, vous l'avez compris, qui n'est accompagné que de 2 agents pour un GHT de 5500 collaborateurs, d'accord, qui vient me voir, donc c'est très peu, on est bien d'accord, on va probablement reparler après, qui me dit « Ah, c'est gravissime, etc. etc. » Bon,
on va raison garder, parce que ma première réaction est toujours celle-ci, quand on vient me voir en me disant c'est gravissime, parce que vous savez que le métier du directeur d'hôpital, dans la vraie vie, c'est qu'on engage notre responsabilité tous les jours entre des injonctions paradoxales. Donc je me dis, bon, écoutez, elle est où l'injonction paradoxale cette fois-ci? Tous les jours, je suis entre le marteau et l'enclume, c'est quoi le truc ici? Et puis là, ça déconne quand même pas, quoi. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, la ligne rouge, c'est le pénal. Et là, il y a du pénal. Donc, vous le connaissez mieux que moi, mais bon, je vous permets quand même de le redire si vous ne le savez pas. Mais l'information des personnes concernées, alors, amende pour l'établissement jusqu'à 10 ou 20 millions d'euros, et aussi des conséquences pénales. Donc, pour moi, 300 000 euros et 50 ans de prison. Donc, c'est sympa. Sans compter les manquements sujets à sanction qui pourraient être éventuellement relevés au décours d'une enquête judiciaire. Donc là, j'ai vite compris, quand mon directeur de la protection des données, qui n'est pas un informaticien, on pourra en reparler, hein, parce que pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était si évident que ça il y a encore 3 ans, et ça n'allait pas encore pour toutes mes équipes. Quand il commence à me dire non, mais là, ça déconne pas, et il faut vraiment être au clair, être le plus transparent possible. Alors, une fois qu'on s'est dit, il y a un vrai risque, donc ok, la communication, on ne va pas la traiter dans 2 mois, parce que moi, c'est ce que je pensais au début. Je me suis dit, écoutez, dans tous les emmerdes qu'on a à gérer, on va déjà faire tourner l'hôpital, la communication, on la gère dans 2 mois. Quand on commence à vous dire, non, c'est tout de suite, parce que là, il y a un vrai danger pénal pour tout le monde, y compris vous, et surtout vous, monsieur le directeur, on la gérait tout de suite. Alors, ça veut dire quoi, la gérer tout de suite? Premièrement, vous l'avez compris, alors on a une culture de la transparence dans le GHT, dans nos établissements, ça j'y tient beaucoup, donc on l'a appliqué totalement. C'est-à-dire que dès le lendemain, le jeudi, on envoyait un communiqué de presse en interne, en externe, mais largement, et même aux médias nationaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que les gens viennent nous voir. On dit, de toute façon, ça va se savoir. Allons-y, on dit ce qui se passe, on ouvre. Le vendredi, conférence de presse. Je crois que le mardi, mercredi, il y avait en plus les médias nationaux qui venaient avec leur télé, et on disait la vérité. Donc on disait ce qui vient d'être dit, on rajoutait le cheminement, parce que ça plaît aux médias de dire que le cheminement, c'est un firewall d'un établissement qui avait une brèche, ils sont rentrés, et puis après, de manière horizontale, ils sont partis sur un autre établissement qui leur a permis de choper les droits administrateurs, et après de se balader dans tous les établissements. Et en gros, on ne sait pas où ils sont, donc en gros, on se met en cyberconfinement. Donc on a été transparent sur l'histoire sur ce qui se passait et qu'on allait tenir à informer tout le monde. La deuxième étape de communication, ça a été de faire un courrier à l'ensemble de nos salariés avec la fiche de paye. Vous avez compris que le premier mois était la reproduction de la paye du mois d'avant. Avec la fiche de paye pour les prévenir de ce qui se passait et que si jamais il y allait y avoir des données qui les concernaient, on allait bien sûr les informer plus dans le détail ultérieurement. Et on a fait un courrier générique aussi à nos patients qu'on a diffusé plus largement possible sur les établissements corrompus, donc pas sur les 9 établissements initialement, parce qu'au tout début on pensait que ce n'était pas les 9 établissements. Voilà. Et on a dû après élargir dans un 3e temps, parce qu'on a pu identifier ce qui étaient les fichiers dits remarquables et communiquer plus précisément aux patients. Et on n'a toujours pas fini 7 mois plus tard. On n'a toujours pas fini notre communication. Un dernier point, en parallèle à tout ça, il y a l'information de la CNIL qui nous a remerciés, et on les a remerciés infiniment. L'information de la CNIL qui a été quasi constante. On les a prévenus à J1, on les a reprévenus à J2, et ça s'est un peu calmé au bout de 2 semaines, mais ce n'était pas tous les jours, mais quasiment 2 fois par semaine. On les a tenus informés tout le temps. Tout le temps. De là où on était, etc., ce qui allait, ce qui se passait bien, ce qui ne se passait pas bien. Une remarque, c'est que toute cette information, moi j'étais assez surpris, non, c'est pas le bon terme, je ne savais pas comment elle allait être prise. Parce que quand il y a un dysfonctionnement, il est toujours facile de taper sur les dirigeants. La direction du système d'information, la direction de la protection des données, le directeur, l'ARS, l'État. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? On va dire, alors que c'est de la faute, j'ai envie de vous dire, à personne, quoi. C'est de la faute à personne, on n'était pas moins sécurisé qu'un autre établissement, mais simplement, ils nous ont attaqué, nous, et puis voilà, quoi. Et finalement, moi, ce que j'ai pu constater, c'est plutôt une compréhension des enjeux à partir du moment où on est totalement transparent. Personne ne nous a jeté la pierre en disant, vous auriez dû faire plus. Donc je pense que la stratégie de la transparence était la bonne. Et deuxièmement, la stratégie de la bienveillance collective. Alors moi, j'y tiens beaucoup en tant que manager. Je ne suis pas parfait, mais j'y tiens beaucoup et j'espère l'inspirer au maximum partout où je passe. Mais on a essayé de l'appliquer aussi. Je m'explique, c'est que dans les comités de pilotage hebdomadaires, malgré la tension, on essayait de dire, écoutez, on est évidemment tous dans le même bateau, on va trouver la solution ensemble et on priorise ensemble. C'est hyper important, hein, parce que les premiers communicants dans votre organisation, c'est vous. Les premiers communicants, c'est les responsables médicaux et soignants et les directeurs autour de la table. Donc si vous commencez en centrale
allez, soit à flipper, à dire que vous n'allez pas vous en sortir, à être autoritaire, à pas écouter, à pas travailler collectivement, mais vous pouvez être sûr qu'ils vont tous sortir de la réunion en disant putain c'est le bordel, on va pas s'en sortir, au secours quoi. Non, bienveillance, travail collectif, on va y arriver et ça se diffuse. Et c'est aussi ce qu'on a retrouvé en externe. Moi, j'ai pas été en contact direct avec le CERT ou l'ANSSI, mais c'est ce qu'ont ressenti les collègues. Et en tout cas, je peux dire aussi que l'Agence régionale de santé, on s'est posé aussi la question, est-ce qu'ils vont venir en faisant, national aussi, est-ce qu'ils vont venir en faisant les flics, en disant c'est quoi ce bordel, que vous avez foutu, bande de nuls? Non, pas du tout. Il y a une attitude bienveillante, tant au niveau de l'ARS qu'au niveau national. Et ça, c'est aidant. Ça nous a conforté dans cette stratégie de bienveillance dans la transparence. Solidarité dans les équipes après ce que vous avez vécu? J'ai envie de vous dire non, parce qu'on était déjà à un haut niveau de solidarité. C'est particulier, justement, c'est parce que... Alors, je vais le dire maintenant, c'est qu'on avait la chance d'être organisé territorialement. Je ne sais pas ce qui se serait passé si jamais on avait eu des DSI séparés, comme c'était le cas il y a 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on travaille à ce projet, 5 ans qu'on a des directions communes, dont la direction du système d'information. Et on a organisé toute notre DSI par pôle, un pôle serveur, un pôle service, un pôle logiciel, ou je ne sais plus c'est exact, mais ça correspond à ça, bon, peu importe. Ce qui veut dire que la quarantaine de TP qui sont sur la DSI, elle travaillait déjà dans une logique territoriale pour s'aider entre tous les établissements. Elle était déjà dans cette logique-là. Et là, quand il y a le feu sur les 2 établissements, en l'espèce Saint-Dizier-Vitry, parce que c'est par là que ça a commencé, tout le monde connaissait le fonctionnement de Saint-Dizier-Vitry. Donc d'un seul coup, vous avez, alors peut-être pas les 40, mais vous allez avoir 75% des effectifs de la DSI, où tout le monde va aller éteindre l'incendie. Si jamais les équipes étaient dispersées et pas communes, pas mutualisées comme on l'a fait, à Vitry, j'aurais eu 2 informaticiens pour gérer le bordel, je ne sais pas comment on aurait fait. Et à Saint-Dizier, avant, il y a 5 ans, je ne sais pas, il devait être 10, quoi. Je ne sais pas comment on aurait fait non plus. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, d'un seul coup, on avait un niveau d'expertise territoriale qui préexistait, qui nous a aidé à surmonter la crise. Mais toutefois, donc la solidarité existait fortement, on avait une logique territoriale. Pareil, la logique territoriale au niveau médical. Ça peut vous sembler bête ce que je vais dire, mais le fait qu'on avait une logique territoriale qui préexistait avec des leaders médicaux sur toutes les disciplines. Quand ils sont autour de la table dans la concertation pour dire, avec nous, ce qu'on va prioriser comme remédiation, comme solution, ils vont être les ambassadeurs sur le territoire pour expliquer ce qui se passe. Sur tout le territoire. Ils sont décideurs, il n'y a pas que le directeur ou que le DPD ou le DSI qui décide tout seul. Non, ils sont ambassadeurs. Alors, une remarque quand même sur ces effectifs. Ça a été dit, la difficulté qu'on a depuis maintenant 6 mois, parce qu'on refuse de l'admettre. Là, ça y est, moi j'ai admis ça il y a 1 mois. C'est fou, hein. J'ai admis ça il y a 1 mois seulement. Bon, il faut avouer à moitié pardonner. Je me disais, ouais, on va s'en sortir, on va réussir avec le même niveau d'effectifs, je vais y revenir après, avec le même niveau d'effectifs, non seulement à gérer la reconstruction, et à reprendre tous nos projets qu'on a mis de côté. Bon, voilà, j'entends les ricanements, vous avez compris. Eh ben non, c'est juste pas possible. Mais on est complètement dans la mouise, quoi. Donc, les équipes sont encore à 75% sur la gestion de la cyberattaque. Et ça va, ils me disent à effectif constant, ça va durer 4 ans, on est obligé de se renforcer. Alors, je dis, ouais, nanana. Alors pourquoi je fais ouais, nanana, compliqué? Parce que dans la vraie vie, on a calculé, d'ailleurs on a un rapport de l'ANSSI qui nous l'explique, et de la société Advance qui nous a aidés, on a 1,5% de notre budget d'exploitation qui est sur le SI. C'est trop peu, on devrait être à 4 à 5%. Dont acte. Et pourquoi? C'est parce que j'ai pas les moyens de faire plus. Je suis tout juste à l'équilibre. Je prends où l'argent? Je vais supprimer des infirmières et des aides-soignants. Donc il y a une difficulté. Alors j'entends qu'on peut trouver les marges de manœuvre. Enfin, c'est quand même super compliqué dans la vraie vie, hein. Donc la première réaction, c'est écoutez, on est quand même super tendu. On va essayer de faire à effectif constant. Là, donc à M+6, je me suis rendu compte il y a 1 mois qu'on n'allait pas y arriver. Et donc on va devoir se renforcer, tant sur la direction de la protection de données et que sur la DSI, parce que l'objectif, ça va être de reconstruire tout le SI, je pense que vous l'avez compris, mais deuxièmement, de relancer aussi tous nos projets, quoi, parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Donc, on recrute. Je rappelle qu'on n'est qu'à 1 heure de Paris.
Il y avait beaucoup d'éléments très intéressants dans cette intervention. Je pense que mes camarades de la DGOS dans la salle vous ont écouté avec beaucoup d'intérêt. Ce sont des indicateurs qu'ils suivent et qui aideront à construire des plans futurs et il y a vraiment matière à réflexion. Bruno, au niveau de l'ARS, quel impact ça a eu sur le reste de la région Grand Est? Comment vous avez finalement tenté de capitaliser entre guillemets sur ce qui s'était passé pour sensibiliser, partager avec les autres GHT, les autres établissements? Alors pour le moment, on n'a pas encore partagé, puisqu'il faut déjà faire un bilan partagé avec le GHT avant de pouvoir en parler collectivement. Toutefois, et vous le savez, dans le programme Ségur numérique, il est prévu qu'il y ait un volet cyberattaque dans la gestion des plans Orsan, hein, donc du dispositif Orsan. Donc il y a des travaux qui étant engagés par les équipes qui s'occupent de ce volet à l'ARS. Et ils ont identifié un certain nombre de problématiques. Comment on traite une cyberattaque? Donc évidemment, l'action qui est en cours, c'est de rédiger une procédure cyberattaque, non pas pour savoir ce qui se passe dans l'établissement, mais cyberattaque pour l'ARS, quand un établissement important ou un GHT est victime. Je dirais que là, on a eu de la chance, ce n'était pas un établissement de recours. Si c'était en plus un établissement de recours, on aurait impacté éventuellement plusieurs GHT d'un seul coup, ce qui aurait commencé à être sûrement catastrophique. Il n'y a pas eu, puisque finalement, vous avez très bien géré le maintien de l'activité, et donc il n'y a pas eu une rupture de l'offre de soins, ce qui arrive sur d'autres attaques dans d'autres régions. Et donc évidemment, il faut que collectivement, on soit prêt à faire face à ce type de situations qui peuvent arriver. Et d'où ces procédures cyberattaques à prévoir dans le dispositif Orsan. Également, avoir une déclinaison pratique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais nous, dans les procédures ARS, il y a ce qu'on appelle des fiches actions. Hein, donc, c'est vraiment la to-do list quand il se passe quelque chose. Donc, les agents qui sont de garde ou de veille sur les week-ends, les nuits, etc., ils déroulent ces to-do list pour que, à une situation, il y ait une prise en charge cohérente, y compris en coordination avec les dispositifs nationaux comme le Chorus, etc. Enfin, je ne vais pas expliquer toutes ces organisations ici, mais il nous appartient d'être toujours prêts pour gérer des crises, que ce soit d'hôpital en tension ou autre crise sanitaire comme on en a connu ces dernières années. Donc la prise en compte de la cyberattaque dans la mise à jour des procédures des établissements, évidemment on viendra vers l'établissement pour qu'il nous explique comment à l'avenir il va faire évoluer ces procédures, puisque, vous le disiez monsieur le directeur, il faut faire des exercices réguliers, hein. Là vous avez eu un exercice en réel, vaut mieux les faire dans des situations un peu moins stressantes. Et ça fait bien partie des recommandations du plan de renforcement cyber dont on a parlé tout à l'heure. Les audits cyber, les audits dont on a évoqué avec l'Active Directory, eh bien effectivement nos établissements font des travaux, font ce qu'il faut entre guillemets pour se protéger, mais nul n'est à l'abri d'une erreur de paramétrage, d'une anomalie, etc. Et un œil extérieur avisé, eh bien, ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé et bien comme ça pouvoir remédier avant même que ce soit un attaquant qui trouve le moyen d'exploiter ces failles. Hein. Les systèmes d'information, en plus, c'est un déploiement permanent, donc ça veut dire que les audits, c'est pas une fois, c'est régulièrement, et on voit qu'on s'inscrit dans des processus de longue haleine qui demandent des ressources aussi. Vous avez évoqué les problèmes de ressources. C'est vrai qu'avec à la demande de la DGOS, tous les ans, on fait des enquêtes SIH pour savoir combien de pourcentage des moyens de l'établissement sont consacrés aux systèmes d'information qui sont maintenant partout. Et moi, ça fait 10 ans que je suis à l'ARS, et depuis 10 ans, en moyenne, ça tourne à 1,5%, avec des moins bonnes années à 1,2%, des meilleures années quand il y a des programmes qui donnent un peu de financement.
alors qu'on dit depuis 10 ans qu'il fallait au moins 3%. Donc si vous voyez, on s'est créé une espèce de dette technologique. Si on compte déjà 10 ans, c'est énorme. Et bien évidemment, on voit bien que quand il faut faire le ménage après, et vous êtes en train de compter tout ce qu'il faut reconstruire, c'est parti pour des années et des budgets qui ne sont pas du tout les budgets habituels. Donc tout ça montre que ce qui n'a pas été fait par le passé, eh bien, c'est compliqué après quand il faut le rattraper. Et là, on est un petit peu rattrapé par le train avec ces cyberattaques, même si on n'est pas encore sur des cyberattaques étatiques, mais juste des voyous. Donc on a du travail collectif devant nous, et je pense qu'il faut aussi que les rétex soient organisés au niveau des régions et au sein de la région, mais aussi avec le national, parce que vous avez une visibilité, une richesse d'expérience, j'allais dire, plus grande que nous, et on doit pouvoir construire comme ça de bonnes recommandations, les bonnes pratiques qu'on se fera fort après de mettre en place, y compris avec les financements qui vont bien, puisque il y a besoin de financement, il y a besoin de compétences aussi, hein, il faut renforcer les compétences dans la guerre du gendarme et du voleur, il faut apprendre sans arrêt des compétences du voyou, et donc ça veut dire une formation continue sur la cybersécurité, de la sensibilisation permanente, hein, pas en une fois mais à chaque fois que quelqu'un intègre l'hôpital, un nouvel agent, il faut qu'il soit sensibilisé, et on voit que tout ça c'est finalement du quotidien qu'il va falloir organiser, donc impact sur les organisations, impact sur les finances, impact sur les ressources. Enfin, on s'inscrit dans une longue aventure là. Ça a été évoqué dans la task force de Jean-Baptiste Lapéry, c'est cette dimension opérationnelle, cet aspect ressources est un élément très important. On va passer à la conclusion de cette table ronde, et ça m'intéresserait d'avoir, puisque vous avez trois angles de vue très complémentaires mais très différents, quels avantages et quelles avancées, mais aussi quelles mesures il faut accompagner une convergence à l'échelle d'un GHT. On a bien compris en quoi ça avait pu vous aider. Voilà, vu de l'œil de directeur général d'un grand établissement et président de ce GHT, comment vous pouvez mettre en exergue finalement cette importance de la convergence et de la mutualisation? On ne protège bien que ce qu'on maîtrise. Voilà. Et je pense que c'est valable dans tous les domaines, et c'est valable aussi dans le système d'information. Donc le premier élément, si on ne protège bien que ce qu'on maîtrise, il faut réduire au maximum le nombre de logiciels, parce que si on réduit au maximum, on maîtrise mieux. Donc sur un territoire, la convergence des SI est indispensable. Nous, on l'a entamé sur le GHT, on ne l'avait pas terminé, et je peux vous dire que ça nous conforte dans cette logique territoriale qui est en œuvre en France. C'est plus on va avoir des équipes SI territorialisées avec un SI territorial, plus on va être en mesure de maîtriser nos SI, plus on va être en mesure de les sécuriser. Et moi, je pense, pour en parler avec mes équipes, je me permets d'aller jusqu'aux ressources humaines, parce que c'est un sujet très humain, hein, le SI. Les collaborateurs de notre direction sont contents d'aller vers cette spécialisation territoriale. Voilà, la plupart d'entre eux sont contents de se dire on va faire que de l'infrastructure ou que du service ou que du progiciel, etc. etc. Donc il y a une convergence entre ce que souhaitent nos acteurs, nos agents, nos collaborateurs sur le SI, et notre besoin d'avoir un SI territorial. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut à tout prix, de toute façon, se muscler sur ces équipes. Ça a été dit avant, mais je me permets vraiment d'insister. Les budgets, même s'il y a des efforts nationaux qui sont en cours, je ne suis pas là pour faire de polémique là-dessus, il n'en demeure pas moins que l'équilibre budgétaire des établissements de santé est quand même délicat. Il est délicat dans cette période d'inflation comme pour tout le monde, certes, mais très sincèrement, nous on a vécu une cyberattaque. Je l'ai dit, j'ai mis 6 mois à me dire bon, ok, là, il va falloir remettre le paquet finalement sur le SI et la DPD, alors que je n'étais pas le plus pingre des directeurs sur ces secteurs-là, franchement. Il faut vraiment réussir à convaincre les collègues des directions générales, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les leçons? Non, je pense vous avoir dit le principal. Ah oui, et troisièmement,
Troisièmement, c'est que on mesure la solidité d'un système, c'est une image d'Épinal, hein, puisqu'on est dans le Grand Est, à son maillon le plus faible. Et nous, finalement, ils sont rentrés par le maillon le plus faible. Parce que notre histoire, on n'est pas totalement sûr, mais ce qui revient du CERT, de l'ANSSI et de la société Advance, c'est qu'ils sont rentrés par une faille d'un firewall sur l'hôpital de Saint-Dizier, qui n'avait pas été mis à jour. Soit, c'est pas non plus une catastrophe, mais ils sont rentrés par là. Ils sont allés après de manière horizontale vers le centre hospitalier de Vitry-le-François, qui est à côté, hein, qui est à 30 minutes, mais bon, l'informatique ne compte pas en kilomètres. Et ce système d'information de l'hôpital de Vitry-le-François était le maillon faible de notre GHT. Il était le maillon faible parce qu'il n'avait pas été retravaillé, priorisé dans l'ensemble du GHT. Il avait été mis un peu de côté. Il fonctionnait, mais il était mis un peu de côté. Et de là, ils ont réussi à choper des droits administrateurs. Alors, je n'ai toujours pas compris comment, d'ailleurs. Bon, soit. Et après, ils se sont baladés dans tout le GHT. Et on a eu des traces hein, quand ils ont reconstruit, ce qu'ils ont fait, etc., dans notre système d'information. Alors pourquoi je vous précise tout ça? C'est qu'on ne doit pas sécuriser que l'établissement support. On ne doit pas sécuriser que un ou deux établissements. C'est une bêtise parce que ils vont rentrer toujours par le maillon le plus faible et comme on est tous interconnectés, ils vont réussir à tout remonter. Alors, je vous dis ça et en même temps, ce n'était pas la logique qu'on faisait dans le GHT Cœur Grand Est parce qu'on a un établissement support comme tous les GHT, mais on a cassé la notion d'établissement support. Nous, ça fait 5 ans qu'on dit qu'il n'y a plus d'établissement support dans notre GHT. Ça fait 5 ans que toute notre gouvernance, vous l'avez compris, est territorialisée. On travaille tous ensemble. Mais il n'en demeure pas moins qu'on avait laissé des établissements malheureusement un peu derrière. Et c'est par là qu'ils sont rentrés. Donc mon troisième retour d'expérience comme ça à chaud, parce que je pense qu'il nous faut encore un peu de recul, c'est de se dire qu'on doit avancer de manière homogène sur le territoire, alors qu'on est plutôt tendance à en faire avancer quelques-uns, puis après d'autres. Non, il vaut mieux avancer tous ensemble en même temps pour ne pas avoir de maillon faible. Bruno, votre avis? Même question. La convergence et dans quel contexte? Avec quelles exigences? Alors, effectivement, avec la constitution des GHT, qui est un exercice imposé finalement, donc il faut savoir en tirer profit et plutôt que de le subir. Effectivement, avant ça, on avait quand même chaque hôpital avait son système d'information finalement assez cloisonné, fermé, avec une petite équipe souvent trop réduite, mais très peu de communication avec l'extérieur. Et là, évidemment, le monde a changé. Alors, c'est vrai qu'on se retrouve finalement avec un campus multisite quand on a un GHT, mais aussi les communications vers l'extérieur, il y a eu sûrement un facteur 10 en 10 ans, hein, au-delà de la... Et donc, on voit que l'exposition au risque a complètement changé de dimension. Et il est fondamental dans les schémas directeurs des systèmes d'information des GHT de bien prendre conscience de cette dimension campus communicant avec des services partagés, optimisés, centralisés, parfois répartis, mais il y a une logique centralisée. Et ça veut dire que les règles de sécurité qu'on appliquait quand on était dans son petit village monosite, peu ouvert vers l'extérieur, ne sont plus suffisantes du tout pour le monde d'aujourd'hui, quoi. Et là, on le voit, on en a la démonstration, hélas, délicate, mais il faut vraiment être conscient de cela. Et il faut donc renforcer absolument cette dimension, et donc renforcer les compétences, renforcer les équipes, renforcer les équipements, dédié à la sécurité, qui devient une sécurité collective et non plus une sécurité, j'allais dire, individuelle au sens rétablissement tout seul, quoi. C'est le constat. Et eh bien, on en a l'amère leçon ici qu'on n'a peut-être pas pris en amont suffisamment collectivement conscience de cette augmentation du risque par construction, j'allais dire, et qu'il faut donc eh bien investir maintenant sur ces sujets. Merci pour ce constat, Stéphane. À la fois ta vision sur cette notion de convergence et de sécurisation accrue et la conclusion sur cette table ronde autour de ce besoin de convergence et les exigences qui vont avec. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, globalement, la convergence dans les GHT est globalement quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
la mutualisation de moyens, la mutualisation de ressources, etc. De toute façon, c'est, je ne vais pas dire la seule issue, mais une des seules issues possibles. En tout cas, elle est nécessaire à la résolution du problème qui, on le sait tous, est quand même de taille très très importante. Sur les actions qu'il faut faire quand on mutualise au sein d'un GHT, il faut mutualiser, mais il faut bien mutualiser. C'est un des grands enjeux, c'est-à-dire que la mutualisation ne suffit pas, il faut faire une bonne mutualisation. C'est pas pour jeter la pierre, mais un GHT qui garde des DSI complètement séparés, des Active Directory complètement séparés, non, pire, fait des relations d'approbation dans tous les sens entre toutes les Active Directory. Ça, les attaquants adorent. Voilà. Etc. Multiplie tous les systèmes, ça devient très très difficile. Vous l'avez dit sur un point de vue établissement, c'est généralement le maillon le plus faible qui fait sauter l'ensemble de la structure. Mais en fait, c'est vrai technologiquement parlant. On pourrait dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Je pense que potentiellement, il n'y en a peut-être pas assez. Il n'y a pas suffisamment de RH, ça c'est une certitude. Mais à un moment donné, il faut faire attention à l'orientation des RH. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Et d'un point de vue technologique, dans quoi on met l'argent? Il faut orienter absolument l'argent et les ressources vers les choses qui sont la base. Je me rappelle l'intervention de Guillaume Poupard aux Assises, c'était en 2021. Sa thématique, c'était « Back to Fundamentals », retour aux sources. Parce qu'à un moment donné, faire de la sécurité informatique de haut niveau en allant mettre qui d'un côté un EDR ou des proxys hyper intelligents, ou enfin j'en passe, je ne vais pas faire le catalogue des différents produits qu'on pourrait mettre, il y a un moment donné, construire une forteresse sur des sables mouvants, eh ben, ça ne tient pas. Donc à un moment donné, c'est un peu difficile à entendre, hein, parce qu'on retourne quand même à des travaux très lointains parfois. Eh ben, il faut sécuriser, je dirais, la base pour pouvoir ensuite construire sur cette base qui devient solide. Mais faire de la haute voltige sur un socle qui ne serait pas suffisamment robuste, malheureusement, ça ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est un point d'attention sur, je dirais, l'effort de convergence lorsqu'on fait un GHT. Alors, les choses du socle, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plein de référentiels avec ce qu'on appelle les choses qu'on doit faire absolument. Vous avez les mesures prioritaires, elles sont au nombre de 23. Vous avez le guide d'hygiène de l'ANSSI au nombre de 43 mesures, etc. Bon, on pourrait prendre un certain nombre de référentiels. Je voudrais m'attacher sur 3 points spécifiques. On vous dit régulièrement, il n'y a plus de frontières, il y a du cloud partout, etc., etc. On va arrêter de se mentir. Il y a une frontière. Il y a votre système d'information et il y a en dehors de votre système d'information. Ceux qui prônent l'arrêt des frontières ou l'abolition des frontières, je sais que c'est à la mode, hein, je suis à contre-courant quand je dis ça, mais croyez-moi, il faut continuer de défendre le château fort. À un moment donné, si vous ne le faites pas, on va au-devant de gros problèmes. Donc, le premier point, votre sécurité périmétrique et votre degré d'exposition. On vous a parlé de cyber-surveillance avec l'offre du CERT Santé. C'est absolument essentiel. Il faut connaître votre degré d'exposition parce que votre degré d'exposition, c'est généralement ce qu'on appelle le vecteur initial. Le vecteur initial, s'il n'existe pas, l'intérieur, s'il n'est pas très solide, s'il n'y a pas de vecteur initial, il n'y a pas de compromission. Le deuxième gros sujet, c'est globalement, et là, il faut être très vigilant, les VPN et les accès télémaintenance. C'est une véritable horreur dans le monde de la santé. Alors moi, je viens d'un autre domaine, hein, je viens juste d'arriver dans le secteur santé. Moi, je constate une situation sur les VPN et sur les accès télémaintenance qui sont catastrophiques. Entre les éditeurs constructeurs de scanners, équipements de bio, etc., qui vous fournissent les box de télémaintenance que vous mettez quelque part sur votre réseau, et vous inquiétez pas, monsieur le client, on s'occupe de tout. Donc, ils sont des tunnels ouverts, et si cet acteur-là se fait compromettre, ben, il vous compromet par ce tunnel, et vous n'avez aucune maîtrise, en fait. Le flux, il est chiffré par un tiers, et vous ne pouvez rien faire. Donc, attention à ces accès de télémaintenance et ces box miracles qu'on vous pose un petit peu partout dans vos SI. Je vous invite fortement à faire la chasse contre ces fameuses petites box. Et puis, les VPN, il faut faire attention. Par peut-être facilité, par, je dirais, facilité pour ce qu'on appelle user experience. On cherche à faciliter la vie de nos utilisateurs. Et à un moment donné, on va leur dire, on va leur imposer un mot de passe robuste, mais en fait, ils pourront l'utiliser partout.
Et aujourd'hui, un ex-VPN qui est un compte dans l'Active Directory et qui, par malchance, est aussi administrateur du domaine, permettez-moi de vous dire, c'est une très très mauvaise idée. Sur les 7 dossiers que j'ai eu à traiter, 50% des cas, on avait un compte administrateur du domaine qui montait des VPN depuis l'extérieur. Après, voilà, vous faites le constat comme moi. Je pense que quand on est dans cette situation-là, malheureusement, le pire est à craindre. Voilà. Et puis le troisième sujet, j'en terminerai par là sur les aspects peut-être prioritaires de vos travaux, c'est bien sûr les Active Directory. Alors on en a beaucoup parlé, hein, les Active Directory, c'est le cœur du réacteur d'un point de vue authentification, gestion des droits, etc. etc. On ne peut pas se permettre de le perdre. Alors pour ça, il y a 2 étapes. Il y a l'étape de l'évaluation de la sécurité de votre Active Directory, et vous avez les outils ADS, donc Auradad, fournis par l'ANSSI. Vous passez le moteur, ils vous rendent un rapport avec une notation, un niveau, puis un score, etc. etc. Pour faire une petite digression sur Auradad, quand vous installez proprement un Active Directory sans faire d'effort, donc vous l'installez de zéro, vous mettez le CD ou le DVD, vous l'installez sur votre serveur, vous passez un Auradad tout de suite après, votre score c'est 3 sur 5. L'échelle c'est de 1, 2, 3, 4 ou 5. Votre score c'est 3. On est à 92% des Active Directory du monde de la santé, donc les vôtres, les nôtres, enfin tous, qui sont au niveau 1. Donc un Active Directory de niveau 1, quelqu'un qui a un compte local dans le domaine, un compte local, hein, pas un compte administrateur, un compte local, devient administrateur du domaine sans aucun problème. Donc en fait, on est dans une situation où tout accès peut conduire au contrôle total des forêts Active Directory, sur 90% des Active Directory. Donc ça, c'est un constat, hein, on a la photo. Donc vous disiez, monsieur, on n'est pas moins sécurisé que les autres, enfin, on est dans la normale. Bah oui, je confirme, on est dans la normale, enfin, dans la moyenne constatée, plus exactement. Et il faut vraiment qu'on y travaille. Donc au-delà du constat maintenant, je pense que chacun des DSI, chacun des RSSI, des établissements que vous représentez, vous avez un projet. Et je dis bien c'est un projet, hein, avec une roadmap, avec des actions, avec un suivi, etc., qui s'appelle remédiation de vos Active Directory. Donc le but, c'est de passer niveau 2, il n'y a pas le choix. Et l'idéal serait niveau 3, en sachant que pour passer de 1 à 2, c'est relativement compliqué et des fois, c'est pas possible. Et quand c'est pas possible, ça s'appelle une reconstruction. Voilà, on y est. Et même sans incident, il faut pouvoir accepter de reconstruire des fois. Par contre, le passage du niveau 2 au niveau 3 est lui beaucoup plus aisé. Voilà, pour information. Eh ben merci pour cette conclusion, parce qu'effectivement, on parlera de score d'audit, ça rentre dans OPSIES. Score d'audit ADS de 1 à 5, une cible de 2 ou 3. Un score de cybersurveillance de 1 à 5, là une cible de 4 ou 5, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser des fenêtres ouvertes comme ça à tout vent, et c'est plus facile à patcher. Messieurs, je vous remercie, c'était très intéressant, un témoignage très riche, très complet.